On va tout de suite poursuivre avec notre séquence dédiée à la souveraineté. Et je vais inviter 4 très beaux noms à me rejoindre. Octave Klaba, évidemment, local de l'étape. Mais on est très heureux d'avoir évidemment Octave avec nous. Gauthier Cloy, le CEO d'H Company, start-up. Donc venez, cher Gauthier. Valérie Dagan, la déléguée générale d'Inetom. Et Julien Billot, notre invité, représentant du Canada à cette table ronde, invité d'honneur de ce sommet. Venez, installez-vous. Alors, souveraineté, on met beaucoup de choses derrière le mot souveraineté. C'est le mot qu'on emploie partout aujourd'hui quand on parle d'IA. On va en parler ensemble. Est-ce qu'on peut avoir une souveraineté du sol au plafond à 100%? Est-ce qu'on parle de souveraineté ou de maîtrise plutôt de nos dépendances? On va en parler avec vous, Octave Klaba. Vous êtes le CEO d'OVH Cloud. Gauthier Cloy, le CEO d'H Company. Valérie Dagan, je le disais, déléguée générale de Numéum. Et Julien Billot, vous êtes le CEO de Scale AI au Canada. Vous arrivez de Montréal, on en parlera dans quelques instants. On va démarrer avec vous, cher Octave Klaba, puisque vous jouez ici à domicile, évidemment. Vous êtes une figure bien connue de la région et de la souveraineté technologique en France et en Europe. Vous êtes le premier fournisseur de cloud européen en France et en Europe également. Alors, est-ce que, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut être souverain en termes d'IA aujourd'hui pour vous, Octave Klaba? Et si oui, ça veut dire quoi, être souverain? La souveraineté dans l'IA, c'est cette capacité d'innover, de scaler, tout en contrôlant les data, les infrastructures et les choix technologiques, les choix que chacun il a fait autour de l'IA. Du coup, là, on voyait dans le sondage Elab, et ça vous concerne particulièrement, que la préoccupation des Français quand ils utilisent l'IA, c'est où vont mes données? Donc là, c'est vraiment les questions du cloud. C'est ça la préoccupation aujourd'hui? Le fait qu'on puisse garder nos données chez nous? En fait, c'est qu'à travers l'IA, aujourd'hui, les modèles qui sont entraînés, ce sont des modèles statiques. Par contre, pour pouvoir les utiliser, vous devez passer un certain nombre des informations et récupérer les résultats. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de par où ces tuyaux-là, qui a l'accès à ces données-là, et qu'est-ce que ces données-là vont faire ensuite. Parce qu'on sait aussi, c'est que les modèles sont intelligents, parce qu'on utilise les données pour pouvoir les entraîner. Et donc forcément, il y a une sorte d'anxiété qui monte dans les utilisateurs en disant, est-ce que moi, mes données, est-ce qu'une partie de moi-même, de mes informations personnelles, les informations de l'entreprise, vont finir à enrichir un modèle et profiter, pas seulement à moi, mais aussi profiter à tous les autres concurrents ou tout l'ensemble du marché. Qu'est-ce que l'Europe doit faire? Quelle doit être la priorité justement pour vous? On parlait beaucoup de courses, une course qui s'accélère. Quelle est la priorité aujourd'hui, juin 2026? En fait, c'est qu'il y a une sorte de juste un ou deux chiffres en fait. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la souveraineté, vous parlez en fait de beaucoup de l'open source. La plupart des modèles qui sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir utiliser en inférence les modèles sont chinois. Les Américains, ils ont arrêté de partager les modèles. Aujourd'hui, c'est les Chinois. C'est grâce à la compétition extrêmement féroce en Chine que l'Europe dispose des LLM pour pouvoir les utiliser de manière souveraine. Je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Quel est le rôle de l'Europe? En Europe, qu'est-ce qu'on veut jouer par rapport à ces modèles? Donc forcément, il y a d'un côté les investissements qu'il faut faire dans les modèles, et il y a je pense qu'il y a une bonne nouvelle là-dessus. C'est que la barrière à l'entrée pour entraîner des modèles, depuis 3-4 ans, a fortement baissé. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de 4 éléments pour pouvoir entraîner le modèle. Vous avez besoin des équipes. On en a beaucoup des talents en Europe. Vous avez besoin des algorithmes. Ces algorithmes-là, c'est les papiers que beaucoup de gens ils publient. Donc il y en a de plus en plus dans la sphère de knowledge global. Vous avez besoin des data, et je vais y revenir. Et derrière, vous avez besoin des infrastructures pour pouvoir entraîner tout l'ensemble des modèles. Si je reviens sur les data, la vraie différence, elle se trouve dans le fait que les 3 premiers ont baissé la complexité. Et sur la donnée, désormais, on peut créer des données, des datasets synthétiques qui permettent
créer des modèles extrêmement intelligents avec beaucoup moins de données que ce qu'on faisait auparavant. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste par rapport à la place de l'Europe dans la création des modèles, parce qu'on va assister, je pense, à une deuxième vague des investissements dans l'IA. On a eu la première vague qui a créé l'OpenAI, Anthropic, Mistral et d'autres géants aujourd'hui. Il y aura une deuxième vague liée à des infrastructures, à des gens qui sont déjà établis, qui vont dire, pour moi, c'est essentiel. C'est le cas d'OVH. C'est ça. Quel sera votre rôle, enfin, en tout cas, quel rôle vous voulez prendre dans cette deuxième vague OVH Cloud? On doit être un acteur de l'ensemble de la stack. On parle bien sûr des infrastructures. OVH aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 3 500 personnes. On a 250 mégawatts de puissance électrique, des data centers que nous possédons. Qu'est-ce que ça veut dire 250 mégawatts? Vous pouvez faire un 4 milliards d'investissement et faire 3 milliards de chiffre d'affaires annuel. C'est ça en fait 250 mégawatts si vous voulez les transformer vraiment en business. Et donc nous devons utiliser nos data centers, nous devons être un acteur des training et de fine-tuning et de l'inférence. Nous devons être un acteur de celui qui propose des tokens as a service, des plateformes et derrière des frameworks pour que derrière le développement de software, le développement des usages dans les entreprises soit extrêmement simplifié. Parce que toutes ces stacks des techniques, en fait, c'est très intéressant pour les techs comme moi, j'adore, c'est passionnant. Mais dans l'entreprise, les gens, ce qu'ils regardent, c'est en quoi ça m'aide dans la productivité de mon entreprise. En quoi ça aide à ce que les employés ils puissent faire plus. Comment on peut faire de la croissance grâce à ça. Et pour ça, il faut faire intégrer l'IA dans les entreprises et il faut bâtir les stacks, ce qu'on est en train de faire, pour que derrière, on puisse l'intégrer de manière le plus simple possible dans les process de chaque entreprise. Parce qu'on le sent, les entreprises, les chefs d'entreprise sont convaincus qu'ils doivent prendre le virage de l'IA, mais il y a souvent cette question, c'est qu'est-ce que je choisis, quelle solution, avec qui je contracte, et c'est ça, il faut les accompagner, il faut vraiment, et c'est ce que vous voulez proposer, d'avoir de la pédagogie, plus de pédagogie avec les entreprises à travers votre offre. Il y a la technologie, ce que je viens de dire, et bien sûr, il y a ces last miles, le glue entre la technologie et les entreprises. Il y a différentes typologies du process. Je pense qu'au niveau de enseignement Palantir, FDI, c'est l'une des manières en fait, de pouvoir ramener la technologie qui est à l'état brut et la ramener dans l'entreprise avec des missions extrêmement courtes, de l'intégration et des gains de productivité concrètes en semaine. Et ça, c'est l'une des méthodes, mais il y en a d'autres pour pouvoir le faire intégrer. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. L'IA, celle comme technologie, ne fera pas gagner en productivité nos entreprises européennes, françaises. Il faut le faire intégrer dans l'entreprise et les FDI ou d'autres méthodes sont absolument essentielles pour pouvoir le faire. En tout cas, vous allez prendre ce virage, vous êtes l'expert leader du cloud et vous prenez aussi ce virage IA. Vous allez présenter dans quelques jours, hein, sans faire trop de teasing, mais vous aurez une présentation à Vivatech très attendue hein, sur votre nouvelle offre. Dernièrement, il y a quelques semaines, on a fait la première acquisition dans l'IA. Hier, on a annoncé une deuxième acquisition de l'IA. Il y en aura d'autres. Il y a un plan des investissements qui vont suivre. Ça va être un moment extrêmement excitant parce qu'on est une boîte curieuse. En VH, d'abord, c'est une boîte curieuse. Et donc, on est passé de hosting vers cloud, des data à l'IA. Aujourd'hui, c'est l'IA, mais demain, c'est quantique. Et on est déjà un acteur qui accompagne les startups dans le quantique pour que la prochaine révolution soit aussi plus facile à intégrer ici en Europe. On fera un petit tour avec une question finale, Octave. Je vais passer la parole à Gauthier Cloy, le CEO d'H Company. Alors, si vous ne connaissez pas H Company, c'est donc cette star hein, de la French Tech hein, qui a levé 220 millions d'euros. Vous, Gauthier Cloy, vous avez un parcours très regardé puisque vous avez fait 10 ans chez Palantir. Ben, voilà, vous allez peut-être nous expliquer un peu ce que ça vous a appris et comment vous comptez mettre cette expérience au service aujourd'hui de H Company. D'abord, H Company, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Faites-nous un peu le pitch que vous avez l'habitude de faire. On vous voit beaucoup dans les médias en ce moment. Merci de l'invitation. Je suis ravi d'être à Lille. Moi, je suis breton et je trouve que la région de Lille, c'est ce qui ressemble le plus à notre culture. Donc, je suis très content d'être ici. Effectivement, ce qu'on fait chez H Company, c'est ce qu'on appelle la troisième génération de l'IA. On a tous
utiliser, on l'a vu les chiffres, les premières générations de l'IA, les chatbots qui répondent à des questions, qui vont chercher sur Internet. On a entendu parler des agents dans les entreprises qui ont une capacité d'action en utilisant les logiciels. C'est assez limité quand même. Quand on regarde, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'utilisation de l'IA au cœur des opérations des entreprises. On entend plutôt de l'assistance, de la productivité, répondre à des emails, coordonner des petites tâches. En fait, l'IA n'est pas encore arrivée. Et pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui très compliqué. Les entreprises, elles ont des systèmes informatiques qui datent parfois de 30, 40 ans. Elles utilisent des systèmes qu'elles ne contrôlent pas. Elles doivent aller sur Internet. Et donc aujourd'hui, un chiffre qui est quand même intéressant, et ça c'est vrai dans tous les pays, à votre avis, quel est le temps passé de l'humanité à faire des tâches répétitives sur un ordinateur? Je clique sur une souris, je copie-colle, je remplis un formulaire, je vais dans Excel. Eh bien, c'est 60%, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière, qu'on soit acheteur, qu'on soit commercial. Nous, notre ambition, c'est de réduire ça à 0. Et d'ailleurs, de supprimer par ailleurs l'utilisation du clavier, de la souris, qui sont des interfaces ultra archaïques, en fait, quand on y Possible réfléchit. ça, de supprimer la souris, ouais, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, elles servent à quoi, en fait? Ça nous fait perdre du temps. C'est une manière de communiquer une intention à une technologie qui est très avancée, mais qui n'a pas évolué. S'il y avait des extraterrestres qui descendaient sur Terre, ils diraient, oula, ces gens-là, ils adorent manger, ils adorent dormir, ils adorent peut-être boire de la bière ou du vin, mais ils passent la moitié de leur temps à caresser du plastique, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ce qu'on essaye de faire en faisant ça, c'est donner une intention. Et après, il faut qu'elle soit exécutée. Et l'exécution, c'est je vais dans tel outil, je vais dans un ERP, je vais dans mes mails, je vais sur Internet, je réécris, je demande un document qui me manque. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de supprimer, ce qu'on appelle la 3e génération de l'IA. On le fait avec le computer use, qui est une technologie pour laquelle on a la chance d'être leader mondial. Donc on est meilleur qu'Anthropic, OpenAI, les Chinois, les Américains, parce qu'on s'est concentré sur une technologie. On a pris cette technologie 2 ans avant, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, on a la chance de voir que tout le marché s'y intéresse. On est rentré la semaine dernière dans la Nemotron Coalition, donc Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui m'a personnellement appelé pour me dire on aimerait bien que H Company, aux côtés de Cursor pour le code, aux côtés de Perplexity pour la recherche, que H Company représente le computer use, cette technologie qui va révolutionner le monde de l'entreprise et puis le monde aussi du gouvernement. Je pense que on a des problèmes démographiques importants dans nos démocraties. On ne trouve plus assez de gens pour travailler, on ne trouve plus assez de gens pour nous soigner et ça ne va pas s'améliorer. Et en fait, si on laisse ces gens passer 60% de leur temps à faire des tâches répétitives, mais en fait, on va pas réussir à résoudre nos problèmes qui sont, on demande aux Français, c'est des problèmes de santé, d'éducation, de pouvoir d'achat. Et donc, on a besoin de l'IA, mais une IA qui ne soit pas juste une IA un peu gadget où on gagne 15 minutes par-ci, 30 minutes par-là. On a vraiment besoin de l'IA en tant que révolution industrielle et c'est ça qu'on fait chez H Company. Et vous avez parlé justement des soignants, le monde de la santé. On a des représentants du monde de la santé dans notre panel à qui je vais donner la parole dans un instant pour vous poser des questions. Par exemple, à l'hôpital, par exemple, sur quel type de poste, quel usage précis? Oui, le premier hôpital qu'on a déployé, c'est en Inde, au moment du sommet de l'IA à Bangalore. En fait, c'est la même chose que dans toutes les entreprises, dans tous les gouvernements. Une infirmière aux urgences, elle va être devant son ordinateur. Il y a un patient qui arrive, elle va rentrer dans un logiciel les informations sur le patient. Ensuite, le patient prend déjà des médicaments, elle va aller dans le logiciel de la pharmacie de l'hôpital. Ensuite, elle va essayer de planifier un rendez-vous ou un rendez-vous en urgence. Ensuite, elle va récupérer ses documents, les transférer à quelqu'un d'autre. Il va y avoir une analyse, il va y avoir un deuxième. En fait, tout ça, aujourd'hui, c'est des humains qui le font. Au lieu de passer du temps avec les patients, la personne passe du temps devant un ordinateur, ce qui est absurde, mais c'est la réalité. Et donc en fait, quand on supprime ça, on voit des résultats assez impressionnants. C'est division par 2 ou par 3 du temps d'attente aux urgences. C'est en fait tout ce qui nous paraît un peu absurde en tant qu'utilisateur. Il y a la santé, mais il y a tous les autres services publics et services privés. On est souvent frustré, on dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que tout soit si compliqué? En fait, c'est à cause de ça. C'est à cause de l'accumulation de toutes ces couches d'informatique qui étaient là pour nous faire gagner du temps et en fait qui finalement nous font perdre du temps. Et en fait on les donne à l'IA, tout comme dans le monde de l'industrie on les a donnés aux robots pour que les humains puissent se concentrer sur gérer ces robots. Nous on le donne à l'IA pour faire en sorte que les humains puissent se concentrer sur gérer ces robots virtuels si on veut. Incroyable. En tout cas, sur cette question de la souveraineté, vous avez un avis très clair. Ok, la souveraineté, c'est très bien, mais ça ne doit pas devenir du protectionnisme. Expliquez-nous. Oui, je pense que ce serait une erreur de vouloir fermer nos frontières et de dire on va utiliser que des produits de chez nous. Alors, je sais que c'est un peu provoquant, mais en fait, ce qui se passe, c'est que
on l'a fait dans le passé et on a raté toutes les révolutions numériques de ces derniers temps. Heureusement, on a quelques champions, mais on n'a pas de moteur de recherche. Personne n'utilise de moteur de recherche français ou quasiment. On n'a pas de réseaux sociaux. On n'a pas de... Comment ? Alors, Octave en utilise un, mais quand on regarde les chiffres... Ok, donc petite pub pour Quant. Mais c'est vrai même si on investit dans Quant, on sait qu'on n'a pas réussi à atteindre les 90% d'utilisation. Et en fait, je pense que... mais on peut aller jusqu'au Minitel. En fait, on a créé plein de choses super en France. Il ne nous manque pas de talent, il ne nous manque pas d'investissement, à mon avis. Il nous manque par contre de l'utilisation. Et c'est ça qui nous manque. Et en fait, si on se dit on va créer un champion français, un champion européen, je pense qu'on passe à côté d'une donnée importante qui est que aujourd'hui, ceux qui réussissent, c'est les champions mondiaux. Donc nous, on a décidé chez H de ne pas tout faire, mais de faire une chose, par contre, d'être les meilleurs du monde. Et on a des exemples dans notre histoire. En fait, Airbus, c'est un champion mondial de l'aviation. Si on s'était dit, alors Airbus fera des avions pour Air France, et puis Transavia, et puis ça s'arrêtera là, et puis comme ça, au moins, on sera bien chez nous. En fait, je pense qu'Airbus n'existerait pas depuis longtemps. Et dans un monde sans frontières, dans un monde où on doit aller très vite, ce qui est important, c'est pas tellement, comme je le disais, les talents ou le financement, c'est l'usage. Si on a 1 million d'utilisateurs, 10 millions d'utilisateurs, en fait, on devient meilleur, même si on n'était peut-être pas les meilleurs à l'origine. Parce que c'est ça qui fait que les outils s'améliorent. Donc la souveraineté, oui. Je pense qu'on doit, en tant que Français, en tant qu'Européens, en tant qu'État, on doit, avec la commande publique, avec la commande privée, utiliser nos outils. Mais en fait, en tant qu'entreprise, on doit se dire, on doit avoir des utilisateurs partout. Parce que si on exclut certains marchés en se disant « Ah oui, bon, les États-Unis, on n'aime plus trop le président, à tel marché, etc. » En fait, on va avoir du mal à être les leaders mondiaux. Et moi, j'ai peur qu'on reste toujours des citoyens de seconde zone. Et là, l'IA, c'est une révolution qui est beaucoup plus grande que les révolutions précédentes. C'est une révolution qui est comparable à la révolution industrielle. Aujourd'hui, personne n'a envie d'être dans un pays qui n'a pas fait la révolution industrielle parce que ça veut dire aucun service auquel on est habitué. Donc je pense que c'est pas très grave qu'on ait raté un certain nombre de révolutions précédentes, qu'on ait tous des smartphones qui ne soient pas fabriqués en France, qu'on utilise tous, ou presque tous, un moteur de recherche qui ne soit pas français, parce que ça bouge vite. Et donc en fait, c'est pas très grave. Tous ces trucs-là, ils vont être effacés. Par contre, sur l'IA, il ne faut pas qu'on se rate. Et du coup, vous faites un parallèle avec le sport, hein, d'ailleurs. Vous dites c'est les Jeux Olympiques. Hein, il faut... le but, c'est le championnat de France, ok, championnat d'Europe, mais il faut gagner derrière... Au niveau mondial. C'est l'ambition qui... Exactement, pour se confronter aux meilleurs, pour voir qu'en fait, là, on n'arrive pas à signer de clients dans ce pays parce qu'il y a un concurrent qui a découvert une nouvelle manière de faire du saut en hauteur. Et on va la faire, on ne va pas s'en rendre compte 3 ans après, premièrement. Et puis pour attirer les meilleurs athlètes, chez nous c'est les chercheurs, c'est les ingénieurs, en fait il faut leur proposer la Ligue 1, sinon ils vont aller dans les boîtes américaines en se disant « Ah, c'est les meilleurs projets ». Donc en fait, il faut être au JO pour être confronté à la concurrence et s'améliorer, se prendre des claques et continuer à grandir, et pour attirer les meilleurs. Et je crois que c'est le général de Gaulle qui avait fait ce constat après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en disant notre industrie n'était pas à la hauteur, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de concurrence. Et il avait dit, moi, je préfère qu'il y ait plusieurs marques d'automobiles, alors c'était européen, hein, mais des Allemands, des Français, des Italiens, pour que les Français soient obligés d'être au top niveau. Et ça, je suis assez convaincu que c'est important. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on joue le jeu, parce que la première fois, on ne sera peut-être pas au niveau des Américains et des Chinois. Mais donc, il faut être exigeant avec nos boîtes françaises. Il faut leur dire, OK, ton IA, très bien, je veux bien la prendre, mais il faut qu'il y ait un ROI. Il faut que je vois les résultats. Et si c'est un peu moins bien, c'est pas grave. Par contre, je veux que tu te donnes à fond pour que dans 2 mois, dans 3 mois, tu sois meilleur que les autres. Octave, quand même, sur le sujet de la protection, elle est quand même nécessaire si on veut qu'un champion émerge. Votre avis, vous, sur ce sujet de l'équilibre à trouver entre la régulation, la réglementation, le protectionnisme et cet objectif de souveraineté derrière, européenne, parce que j'entends que vous êtes tous, en tout cas, alignés sur cette nécessité de souveraineté européenne, pas que française. En fait, je pense qu'en Europe, on a une problématique des divisions, en fait, de saupoudrage, aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé. En fait, c'est-à-dire que quelque part, lorsque vous voulez accéder aujourd'hui au marché européen, il n'existe pas vraiment. Vous devez créer 27 entreprises pour pouvoir adresser les 27 pays, parce que chacun il a sa culture, sa langue, les currencies qui ne sont pas encore alignés. J'ai fait l'expérience de ça, j'ai fait 12 filiales en Europe entre 2004 et 2009. J'ai passé 5 ans à le faire et donc ça n'a pas changé.
Quand vous allez aux États-Unis, vous avez une seule langue, un seul dollar, la même télé, tout le monde est aligné et vous avez 350 millions d'utilisateurs. Ces choses-là sont nos spécificités culturelles en fait, qui sont liées à l'Europe, à notre histoire. On n'a pas fait la guerre de tous les côtés, de même côté depuis 100 ans. Donc quelque part, ce sont nos spécificités dans lesquelles il faut qu'on vive et il faut qu'on les cultive, mais qui sont les vrais freins à la masse critique. Dans l'IA, c'est d'abord, avant tout, c'est une masse critique. Parce que les investissements sont tellement importants que vous devez faire le feu de tout bois. Vous devez travailler avec des consommateurs, vous devez travailler avec des petites entreprises, vous devez savoir travailler avec des plus grandes entreprises, y compris digitales, avec les secteurs publics, avec les grandes entreprises privées, y compris avec la défense. Pourquoi? Parce que vous devez faire maximum de chiffre d'affaires sur vos investissements. Si vous ne le faites pas, le deuxième cycle d'investissement, il va être plus pauvre. Vous n'allez pas pouvoir réinvestir de l'argent. Et dans l'IA, les cycles d'investissement sont extrêmement courts, beaucoup plus courts de ce qu'on connaissait jusque-là. Vous prenez par exemple les telcos, ce sont des investissements de 7 ans. C'est-à-dire que vous mettez 7 ans pour revoir l'argent. Dans le cloud, c'est 36 mois. Vous devez refaire tout l'ensemble de l'investissement, de revoir l'argent au bout des 36 mois. Dans l'intelligence artificielle, c'est moins de 18 mois. Et donc, quand on entend les investissements colossaux en milliards, etc., c'est génial. Mais ça, c'est le premier tour qui, 18 mois plus tard, il est périmé. C'est comme des fraises. D'accord? Les GPU, c'est comme des fraises. Vous les achetez, vous devez le manger le jour même. Si vous voulez le manger le lendemain, ils sont déjà pourris. Ça, c'est les GPU. Et donc, vous devez constamment réinvestir dans le GPU. Et donc, les vagues des investissements énormes, en fait, si vous ne les couplez pas aux revenus, à la marge, et vous ne pouvez pas refaire le deuxième tour des investissements. Donc, je pense que cette méculture, méconnaissance en fait, des cycles d'investissement qui sont dans les infrastructures, dans le cloud, dans l'IA, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a, en plus de subdivision au niveau de l'Europe, l'une deuxième raison pour laquelle l'Europe est un peu à la traîne. Merci Octave pour cet éclairage. Je vais laisser la parole à Valérie Dagan, donc déléguée générale de Numéum, syndicat patronal, partenaire social de 2500 entreprises en France, ESN, éditeurs de logiciels, plateformes, une grande majorité TPE, PME et ETI, mais aussi, vous avez aussi chez Numéum des grands noms. C'est 660 000 emplois, Valérie, un peu plus de 70 milliards de chiffre d'affaires au total. Sur cette question de la souveraineté, vous avez l'habitude de dire qu'il faut prendre l'intégralité de la chaîne de valeur. Bien sûr, il y a nos champions, vous avez à côté de vous des patrons de l'innovation ici. Il y a aussi le reste de la chaîne de valeur, en amont, en aval. Oui, effectivement, avec cette représentativité qui est une représentativité en région, comme vous l'avez dit, parce qu'avec un tissu économique très dispersé, au national, on a des bureaux aussi en Europe, puisqu'on agit tous les jours au niveau européen à la Commission européenne, et une extension aussi à l'international, puisqu'on est représentant du Tech7, et particulièrement en France cette année. Du coup, on a une vision globale de cette chaîne de valeur. Et c'est vrai que le mot souveraineté, pour nous, en fait, on le nomme de temps en temps un petit peu tarte à la crème, avec cette vision notamment qui va jusqu'à l'international, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos pays, européens évidemment, Canada et beaucoup de pays, en fait, utilisent le mot souveraineté, mais avec des ressorts et des définitions qui sont totalement différentes. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on aime beaucoup plus parler de maîtrise de nos dépendances, de résilience, parce que tout ça est un sujet de compétitivité. Et pourquoi c'est un sujet de compétitivité? Parce qu'en fait, pour nos entreprises, et ayant cette représentativité du plus petit au plus gros, on a besoin d'avoir le choix. Et ça a été dit justement à l'instant, quand on a même en fait, on a besoin d'avoir le choix pour des entreprises qui adressent des secteurs critiques. Donc on a besoin de souveraineté, effectivement, pour protéger nos données. Mais aussi pour celles qui ont décidé, on a vu que c'était une voie de croissance, d'aller à l'international, parce que c'est une voie de croissance, soit au niveau européen, soit à l'international. On a besoin d'avoir le choix pour aussi avoir des standards communs et du coup faire du business. Et ça, c'est vraiment quelque chose effectivement qui est important. Donc le sujet effectivement de la souveraineté, il est plutôt adressé par nos entreprises comme un sujet de cartographie de nos dépendances, maîtrise des risques et d'identification de comment on peut créer des champions. Donc comment on peut créer des champions, on l'a dit à l'instant, ça a été évoqué, c'est avec beaucoup, en fait, en n'étant pas seul, en misant sur l'Europe et nos alliances avec les autres pays, et c'est pas gagné. Très clairement, en fait, on a une vision de l'Europe qui est très différente entre l'ensemble des pays européens.
Et c'est aussi évidemment sur cette compréhension de la maîtrise de notre chaîne de valeur au niveau européen. Ça touche aussi évidemment le réglementaire, c'est comment on va pouvoir tous ensemble aussi, avec les pays européens, assouplir, avoir une réglementation qui ne fasse pas de la surréglementation, qui ne soit pas fragmentée. Donc ça, c'est un sujet évidemment au niveau de la Commission européenne, de création d'un marché des capitaux et un sujet réglementaire. Et puis après, nous, au niveau national, on a aussi à prendre conscience de cette maîtrise des dépendances sur la chaîne de valeur qui vont du plus petit composant jusqu'au logiciel, en passant par le cloud et la protection des données. On l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure avec le discours aussi de la Commission européenne. Il y a une prise de conscience du caractère très game changer de l'IA. Est-ce que les lignes bougent quand même si vous dites on a beaucoup de mal à se mettre d'accord parce qu'en fait on a des visions tous très différentes de notre souveraineté et que si on parle de souveraineté européenne, ça veut dire abandonner un pan de souveraineté à chaque fois nationale, de se dire bon bah voilà, pour telle ou telle filière, tel ou tel secteur, on va privilégier tel ou tel pays. C'est compliqué ça quand on fonctionne effectivement à 27, mais en même temps, c'est ce qu'on dit des fois, 27 ça peut être long, mais c'est aussi 27 fois plus fort. Oui, effectivement. Puis il y a deux niveaux. Il y a le réglementaire sur lequel on agit tous les jours, et avec des niveaux d'appréhension des enjeux de souveraineté qui sont différents. Donc ça, c'est un travail qu'on fait d'alliance au quotidien, et je pense qu'on a vraiment tout ça à renforcer pour parler d'une voix commune et protéger finalement notre modèle français, qui est de se dire, ayons le choix, et notamment comment on peut protéger le point de dissension, c'est comment on peut protéger nos données sensibles. C'est là où encore où il reste des sujets. Après, on voit que les lignes bougent. On a parlé tout à l'heure du 28e régime. La Commission européenne bouge. On va avoir ce marché des capitaux, il est espéré de tous, donc on est quand même aligné sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on fait nous au niveau association et organisation professionnelle, c'est faire bouger ces lignes sur ces deux pendants que sont le marché des capitaux et puis la régulation, la simplification de la régulation. Ouais, donc vous êtes vraiment sur ce sujet de souveraineté plutôt lié à la maîtrise des dépendances. On a entendu évidemment pour le risque cyber aussi qui est là. Et ça a été soulevé dans l'actualité, le sujet de la tarification aussi. Quand on ne maîtrise pas cette souveraineté-là, on peut avoir des tarifs qui évoluent sur des éditeurs de logiciels. Je crois on en a connu qui ont multiplié par 6 leurs tarifs. Exactement. En fait, on est sur un sujet, effectivement, comme je vous l'ai dit, nous, en fait, ces enjeux de souveraineté qui sont liés à la maîtrise des dépendances, c'est un sujet de compétitivité. On a, si je reprends les chiffres de l'étude Astares de 2024, étude SIGREF Astares, on voit qu'en matière de dépendance, on le sait tous, plus de 80% du cloud extra aux États-Unis. Les composants reviennent des composants rares sur les terres rares en Asie. Et si on prenait juste, en fait, je vais reprendre quelques chiffres, on a mesuré en fait nos dépenses, l'ensemble des dépenses européennes qui vont aux États-Unis. Aujourd'hui, on a des dépenses qui sont de l'ordre de 260 milliards d'euros. 54 milliards pour la France. Si on avait juste la création de quelques champions qui nous permettraient de rediriger 5%, uniquement 5% de la dépense, on pourrait créer au niveau européen 178 000 emplois, 25 milliards de chiffre d'affaires et 5 milliards de recettes fiscales. Si d'ici 2030, on passait 5% à 15%, donc très, très modéré quand même, on aurait 463 000 emplois créés, 75 milliards de chiffre d'affaires et 16 milliards de recettes fiscales au niveau européen. Donc on voit bien que ce niveau, vous l'avez dit tout à l'heure et tu l'as dit effectivement, on n'est pas sur une souveraineté absolue, mais c'est uniquement comment on va créer des champions qui vont nous permettre de gagner ces quelques points d'indépendance technologique et de maîtrise de nos dépendances. Et ça, pour mettre le pied à l'étrier aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, tous les deux, c'est la commande publique aussi, commande privée, mais commande publique. Il y a un vrai sujet quand on parle de souveraineté sur la commande publique. En fait, c'est du multilevier. On l'a dit, on l'a évoqué notamment sur la table ronde précédente. C'est la création d'un marché de capitaux, c'est la simplification de la régulation, tout en protégeant notre modèle, évidemment. La modèle et cette vision française. Mais c'est aussi, évidemment, l'effet de levier sur la commande publique française et européenne, qui a deux vertus. Évidemment, la première vertu, c'est l'exemplarité, et en même temps, c'est l'effet d'entraînement sur toute la filière. Et ce choix du make or buy, c'est plus on aura effectivement une commande publique au niveau français et européen, plus on va pouvoir aussi favoriser la création de champions au niveau national et européen. C'est ce que fait très très bien l'Allemagne. L'Allemagne fait très bien l'identification de champions pour miser, pas saupoudrer, comme l'a dit Octave. L'idée, c'est comment on passe d'une logique de saupoudrage à une logique de stratégie d'investissement sur la filière française pour la création de ces champions et gagner ces quelques points dont je viens de parler. C'est important pour notre souveraineté, même si vous l'avez dit, c'est un mot qu'on emploie trop souvent, peut-être tarte à la crème, mais en tout cas pour affirmer
notre ambition, notre leadership, d'avoir ces champions médiatiquement. Aussi, on parle de vous à chaque fois et ça permet de peser sur la scène médiatique. Il y a évidemment un pari très audacieux de l'IA française que vous connaissez bien, c'est Amilabs. La start-up a officialisé en mars dernier une levée de 1,03 milliard de dollars. C'est la plus grande levée d'amorçage de l'histoire européenne. C'est une valorisation totale de 3,5 milliards d'euros. On parle d'une licorne à 1 milliard. Là, Yann Lequin a l'habitude de dire que c'est un tricératops, du coup. C'est la bonne formule. C'est Laurent Soli qui est le directeur des opérations d'Amilabs, donc cette start-up fondée par Yann Lequin, qui devait être avec nous et qui est malheureusement contraint, qui a souhaité vous laisser un message. On retrouve Laurent Soli. Bonjour à tous. Je veux d'abord vous dire mes regrets de ne pas être aujourd'hui avec vous à Lille et vous remercier de votre invitation, remercier le président Xavier Bertrand de cette initiative et de ce sommet aujourd'hui à Lille. Il est assez rare de voir des régions se saisir aussi puissamment du sujet de l'intelligence artificielle. Et je veux vraiment vous dire à quel point il est très agréable pour nous tous de voir cette dynamique régionale ici dans notre pays. Et puis vous dire aussi que c'est un sujet qui vous a mobilisé depuis très longtemps. Je pense bien sûr à Xavier Bertrand et à vos équipes sur le territoire des Hauts-de-France, notamment à travers le développement d'une stratégie très ambitieuse pour les data centers qui sont véritablement aujourd'hui le cœur de l'intelligence artificielle, les usines de l'IA. Et il est très important pour l'Europe, pour notre pays, d'avoir ces implantations ici en France, parce que c'est un enjeu aussi de souveraineté. L'intelligence artificielle est un changement majeur, c'est une révolution technologique, un peu à l'instar de l'électricité il y a presque plus d'un siècle, qui a complètement transformé les économies. L'intelligence artificielle, c'est cela. Cela transforme l'éducation, les industries, l'économie, la société dans son ensemble, mais avec une caractéristique nouvelle qui est la vitesse. Jamais une révolution technologique n'a été adoptée à ce point si vite par les consommateurs, les entreprises. Et c'est parce qu'elle est si puissante, si rapide, qu'elle touche si profondément tous les mécanismes de la société, qu'elle est aussi un enjeu de souveraineté pour l'Europe et pour la France. L'Europe, il y a quelques jours, a annoncé une grande stratégie technologique de souveraineté, mais la souveraineté, c'est une question aussi pour les entreprises. Et si, avec Yann Lequin, Alexandre Lebrun, nous avons souhaité que notre entreprise soit basée ici en France, c'est parce que nous avons aussi beaucoup d'atouts et beaucoup de talents. D'abord, nous formons des gens de très grand niveau, nous avons de grandes entreprises, nous avons de l'énergie et nous avons des infrastructures qui se développent. Et nous pensons, en tout cas dans notre entreprise AMI, que nous pouvons avoir un rôle à jouer dans les évolutions à venir des grands modèles de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on veut faire ici. La souveraineté, c'est une question de recherche, c'est une question de modèle, c'est une question de calcul, c'est une question d'infrastructure, mais c'est aussi une question certainement d'état d'esprit. L'état d'esprit de l'audace, de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je veux vous faire passer aussi comme message, c'est que cet état d'esprit-là, on l'observe en Asie, aux États-Unis, partout dans le monde, et que l'Europe a besoin aussi d'avoir un état d'esprit positif, optimisme, et de voir plus les opportunités que les risques. Bravo encore pour cette initiative. Je regrette de ne pas être physiquement avec vous. Je vous renouvelle nos remerciements et je vous dis certainement à très vite et j'espère à Lille. Merci beaucoup à Laurent Soli et à Amilabs pour ce témoignage. On va tout de suite donner la parole à Julien Billot, puisque vous le disiez, Laurent Soli, on en parle partout, dans tous les pays du monde, et on a le grand plaisir d'avoir comme invité d'honneur aujourd'hui le Canada, avec Julien Billot qui est avec nous ici. On retrouvera évidemment Mark Cartney tout à l'heure aux côtés du président de la République pour la clôture en visioconférence exclusive depuis l'Elysée. Julien Billot, vous arrivez donc de Montréal. Voilà, vous venez d'arriver, mais vous êtes diplômé de l'école polytechnique, si je ne me trompe pas, de Paris. Donc vous êtes français et vous avez choisi d'aller construire la politique industrielle de l'IA au Canada. Quel beau programme. Et vous êtes le CEO de Scale AI. Vous allez nous expliquer. En gros, c'est une super grappe, la super grappe canadienne d'intelligence artificielle. C'est ça, Julien Billot? Oui, absolument. Merci d'abord de l'invitation. Merci au président Xavier Bertrand d'organiser ce magnifique événement à Lille.
Effectivement, le Canada a décidé en 2019, un des tout premiers pays dans le monde, d'avoir une stratégie en intelligence artificielle. Et dans le cadre de cette stratégie, il a créé 3 instituts de recherche bien connus, le MILA avec Yoshua Bengio, le Vector à Toronto avec Geoffrey Hinton, qui a eu le prix Nobel en 2025, et EMI à Edmonton avec Richard Sutton, qui a été aussi le prix Turing. Et il a créé en parallèle Scale AI, qui est la grappe industrielle de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi il a créé Scale AI? C'est que d'abord le Canada souffre d'un enjeu de productivité important. Et donc l'intelligence artificielle est vue à juste titre comme une des capacités à régler cet enjeu de productivité. Mais en parallèle, le Canada a identifié dès le départ que l'intelligence artificielle sera un enjeu de souveraineté. D'abord de souveraineté politique. Il faut se souvenir que 90% de la population canadienne habite à moins de 100 km de la frontière américaine. Donc c'est un enjeu de souveraineté important. Et puis un enjeu de souveraineté économique. Et on a parlé des médias tout à l'heure. Les Canadiens ont bien en tête ce qui s'est passé dans l'univers des médias, parce qu'aujourd'hui, 80% de la publicité digitale achetée par les entreprises canadiennes s'investit sur des médias américains. Et donc, si on ne gère pas l'intelligence artificielle comme un enjeu de souveraineté économique, à moyen terme, 80-90% des dépenses en intelligence artificielle des entreprises canadiennes se feront hors du Canada. Et ça, évidemment, c'est un énorme enjeu pour le futur. Donc Scale AI a été créé en 2019 avec ce double objectif: faciliter l'adoption de l'intelligence artificielle pour les entreprises canadiennes, mais en parallèle, gérer la création d'un écosystème local de fournisseurs de services et de solutions qui créent de la propriété intellectuelle canadienne pour aider les entreprises canadiennes à adopter l'IA. C'est ça le sujet, c'est de créer de la propriété intellectuelle locale. Vous dites que la souveraineté, ce n'est pas 100% d'autarcie. On est aussi sur des sujets de maîtrise, de dépendance, et pas du sol au plafond. À peu près quoi? Si on atteint 20-30%, déjà, on est... Je partage tout à fait ce qui a été exprimé. Le sujet de la dépendance est celui-là. Bien sûr que 100% n'est pas l'objectif, mais entre 100 et 0, j'allais dire, il y a de la graduation. L'objectif pour le Canada, c'est dans certains secteurs critiques, commençant par le cloud et en continuant sur les modèles frontières, mais aussi les applications intermédiaires, de développer une part de marché pour capter la meilleure part de marché possible, économique et politique, dans cette nouvelle industrie. Comment vous observez le mouvement, enfin la dynamique française aujourd'hui, en toute sincérité évidemment, hein? Non, mais moi je la trouve très intéressante, évidemment. Enfin, France 2030 a été une incroyable initiative. La seule chose que je regrette, c'est toujours un peu, mais on a la même discussion au niveau du Canada, c'est qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les sujets qui brillent, les centres de données, parce qu'il y a beaucoup d'investissements en jeu, les modèles frontières, parce qu'évidemment c'est important en termes politiques. Il ne faut pas oublier toute cette intelligence artificielle plus modeste, qui est l'intelligence artificielle industrielle, celle qui en fait transforme les processus d'affaires de manière efficace, qui ne nécessite pas de grandes capacités de calcul, qui ne nécessite pas des frontières modèles, qui est beaucoup du développement sur mesure, mais qui derrière va créer un vrai tissu industriel de PME qui fournissent des services et des solutions et qui permet d'assurer aussi une indépendance, une certaine souveraineté de long terme par rapport aux solutions. On parlait d'Airbus, mais Airbus n'existerait pas sans tous les autres sous-traitants français et européens. Il faut aussi bâtir cette industrie de sous-traitants. Et le discours se focalise beaucoup sur la pointe de la pyramide. Il ne faut surtout pas oublier, notamment pour les régions ou les provinces, tout cet enjeu de bas de la pyramide. Effectivement. Et vous avez cité justement Yoshua Bengio. Le Canada est connu pour ses chercheurs très à la pointe. Geoffrey Hinton, évidemment. Sur la question de la recherche, justement, c'est un des axes importants. Comment on fait pour éviter, et je crois que nous aussi en France, on a des chercheurs de très haut niveau, comment on fait pour éviter ça, qu'ils partent ailleurs finalement, parce que peut-être que les salaires sont plus élevés aux États-Unis? Comment on garde nos talents? Je crois que c'est aussi un enjeu pour vous au Canada. Ah oui, non, c'est un énorme enjeu. Alors, les salaires sont plus élevés aux États-Unis, mais ils sont moins accueillants. Donc ça, c'est plutôt une chance pour nous. Mais non, après, il faut choisir, quoi. Mais il faut leur donner des opportunités. C'est là où la création de... Et c'est pas juste une ou deux compagnies qui peuvent donner des opportunités pour les chercheurs. Il faut un tissu de compagnies partout au pays qui sont capables d'embaucher des chercheurs pour créer des solutions innovantes. On a vraiment cette expertise dans l'écosystème de Montréal parce que à Montréal, il y a beaucoup d'entités, de services, des compagnies qui s'appellent Vuban, Ivado Labs, MoveAI et d'autres qui ont été créées autour de consultants au départ, mais qui se sont dit comment on développe des solutions sur mesure pour les entreprises innovantes. On va embaucher des chercheurs, on va prendre des chercheurs du MILA, de Vector et de tous ces grands instituts, on va les entourer de data scientists, d'ingénieurs, de consultants business pour créer des solutions sur mesure capables de répondre aux besoins des entreprises. Donc,
pour garder les chercheurs chez nous, il faut qu'il y ait des opportunités d'affaires. Pour qu'il y ait des opportunités d'affaires, il faut qu'il y ait une demande. On retrouve tout l'enjeu de la demande publique et que des entreprises se créent pour embaucher finalement les chercheurs. Merci, messieurs. Chère Valérie, je pense qu'on peut vous applaudir, évidemment. Hein. Merci. Je vais me tourner vers notre panel. C'était notre format, vous le savez, notre panel. Cher Alexandre, est-ce qu'on a des questions du panel pour cette table ronde sur la souveraineté? Tout à fait, Fanny. On en a même trop. La souveraineté déchaîne les foules. On a dû en choisir deux, parce que cette question a beaucoup intéressé notre panel. Je vais me tourner tout de suite vers Sofiane, qui est étudiant, qui va poser la première. Merci beaucoup. Sofiane Bouziane, étudiant à l'Université catholique de Lille en master entrepreneuriat, management de projet et transition numérique. Ma question est la suivante. Depuis le début de cette journée, on parle de souveraineté européenne, la nécessité d'être souverain face à l'ingérence étrangère. Même valeur n'étant pas synonyme de même intérêt, ma question est la suivante. Si nous devons bien sûr nous protéger d'une ingérence extra-européenne, comment bâtir une défense française face à une potentielle ingérence européenne? Une question sur Alexandre. Merci Sofiane. On va enchaîner sur la deuxième question qui vient de Grégory. Alors Grégory s'est déjà acheté une belle popularité au sein du groupe puisqu'il est éleveur et quand on préparait, il a offert à l'ensemble du panel des burgers de la ferme du Beau Pays. Des burgers de chez nous alors. Voilà. Voyez, et il va nous poser une question sur l'IA et dans le contexte de l'agriculture. C'est Grégory, la souveraineté pour le burger, vous. Tout à fait. Alors Grégory Delassus, donc moi je viens pas de la tech mais plutôt du terroir. Je suis plutôt dans la souveraineté alimentaire, mais en fait c'est lié. Parce que moi, gagner 60% de mon temps pour retourner près des vaches et mieux m'occuper de mes clients, je suis preneur aussi. Donc je suis éleveur, boucher, commerçant, petit patron, comme beaucoup d'autres, avec 8 salariés. J'essaie de porter des projets innovants sur la ferme, un abattoir à la ferme pour supprimer le transport des animaux, électrification, autonomie énergétique pour être autonome aussi sur cet aspect-là. Et déjà aujourd'hui, l'IA, elle m'aide beaucoup à écrire les projets, à chiffrer, à calculer, à convaincre la banque. Mais en fait, j'aimerais que ça aille plus loin. Là, par exemple, je suis en panne de tracteur, je demande à l'IA pour diagnostiquer la panne. J'ai voulu rétrofiter mon quad, je m'en sers aussi. Je vois une bête qui n'est pas bien, pour poser un premier diagnostic, je m'en sers. Mais en fait, ce qui me manquerait, c'est un assistant, en fait. Le dernier truc que j'ai créé, c'est une alerte météo. Avant, mon père, il fallait regarder le journal de 20 h, la météo après, pour savoir s'il y avait 5 jours de beau temps d'annoncer pour récolter du foin. Maintenant, j'ai dit à l'IA, tu me préviens, 2 jours avant, s'ils annoncent 5 jours de beau, je prépare la faucheuse et je prépare le matériel. Et rien que ça m'évite de me réveiller la nuit en disant « Merde, j'ai oublié de regarder la météo ». Pardon. Je pense que l'IA pourrait devenir un vrai assistant d'exploitation. En fait, je parle à mon téléphone, je dis j'ai telle vache qui est pas bien, oublie pas la recette du burger de hier, j'ai pas de clavier à caresser dans mon tracteur parce que j'ai des gants, j'ai les mains sales, et il faut que je puisse dicter, c'est important. Et on fait beaucoup de tâches répétitives aussi en agricole. C'est normal qu'il y ait des normes environnementales, réglementaires, sanitaires pour protéger les animaux, les clients, les agriculteurs. Je ne demande pas qu'on fasse sauter toutes les normes, je demande un outil qui nous aide à y répondre facilement. Parce que ces déclarations, elles sont répétitives. C'est toujours la même chose pour le contrôle bio, pour la DRAF, pour la DPE. On cumule. Et en fait, si ça pouvait être fait en une fois et que l'IA m'aide à m'upgrader un petit peu, en fait, d'avoir un petit cerveau en plus qui me fait penser à tout ça, est-ce que c'est possible? Combien ça va me coûter? Aujourd'hui, je paye 20 € par mois pour l'IA, c'est tout à fait accessible. Mais demain, quand je serai totalement dépendant, combien ça va me coûter et est-ce que ce sera adapté à mon activité? Derrière votre question, il y a aussi cette question, je te demande, est-ce que l'IA va monter en prix? En tout cas, merci Grégory pour votre question. Ou est-ce qu'on peut toujours avoir des choses, je ne sais pas, peut-être Gauthier, non? Sur la question de Grégory? Oui, avec plaisir. C'est une question que j'aime d'autant plus parce que nous, en fait, on fait de l'IA, on fait de la technologie. Elle doit être au service de quelque chose. On n'est pas là pour faire des plateaux télé et faire des levées de fonds. On est là pour que ça serve pour l'économie réelle. La compétitivité de nos grandes entreprises, mais aussi nos PME et nos agriculteurs. Et je viens d'une famille avec beaucoup d'agriculteurs, donc ça me touche particulièrement. Je crois que la question qui est posée,
c'est une question de passer, on voit l'IA en tant qu'assistant, ça nous aide, ça nous permet de faire des choses, mais il faut qu'elle aille au cœur de ce qu'on fait. Et nous, chez H, évidemment, alors aujourd'hui, on est obligé de se concentrer un peu sur des gros clients parce qu'il faut aussi qu'on vive, mais il faut que l'IA, elle se diffuse. Il faut que l'IA, elle se diffuse et qu'elle nous permette d'être compétitifs. Donc oui, ce que j'entends un peu dans la question qui a été posée, c'est ce que j'appelle un peu parfois la crise de l'intention. C'est-à-dire qu'on a plein d'intentions, mais on a appris que comme le monde est compliqué, comme l'informatique est compliquée, comme tout prend du temps, bah on a une idée, et puis on se dit, ah bah tiens, ce serait pas mal, et puis après on passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Et en fait, souvent on me dit, mais les humains, ils vont servir à quoi si l'IA les remplace? En fait, l'IA les remplace pas. Elle leur permet de mettre en œuvre 10, 20, 30 intentions par jour au lieu de une, et encore, on n'y arrive pas parce qu'on se retrouve coincé dans des formulaires, dans des pertes de temps, etc. Et donc après, pour poursuivre l'échange, je pense qu'il faudrait qu'on se parle. Ouais. Mais vous pouvez peut-être vous voir tous les deux après. Voilà. Gauthier vous donnera tous les bons tips. Octave, vous aviez peut-être sur l'autre question ou... Oui, je voudrais juste répondre rapidement. La semaine prochaine, à Vivatech, on va présenter un petit outil OVH IA Workspace en preview. Ça m'intéresse d'avoir des feedbacks. Mais pour l'autre question, elle est très intéressante en fait, parce que la souveraineté, le Canada en ce moment, il se pose les questions, est-ce que souverain, c'est non américain ou non canadien? Et cette question-là, elle est aussi à l'intérieur de l'Europe. On voit très bien que le CSF, qui est le cadre européen des commissions européennes, qui a été utilisé, 6 pages, vraiment hyper simple de savoir qu'est-ce qu'est la souveraineté. N'importe qui peut comprendre comment noter la souveraineté de bas jusqu'au plafond, dans tous les côtés, y compris hardware, etc. Donc il y a un cadre, ce cadre-là, la Commission européenne a utilisé pour ses appels d'offres. L'Allemagne vient de le reprendre, l'enrichir, mais ils ont ajouté des choses au niveau de cadres dans lesquels il faut être 70% minimum, en tout cas c'est ce que moi j'avais compris, 70% allemand pour opérer dans un certain nombre de secteurs. Et donc cette subdivision, c'est ce que j'appelais le saupoudrage. On voit très bien que pour un cloud provider comme le nôtre, comme OVH, la question qui va se poser, c'est est-ce que je vais avoir 27 régions de 3 data centers dans 27 pays et je vais devoir gérer dans 5 ans 100 data centers en Europe, des tailles très petites, moyennes, au lieu de gérer comme aux États-Unis, mes concurrents ils gèrent des très énormes data centers juste à 2 lieux, côte est, côte ouest. Derrière, on revient sur la masse critique. On n'arrive pas à avoir la masse critique en Europe pour pouvoir derrière correctement investir et réinvestir dans l'innovation. C'est ça notre principale problématique d'après moi. Merci beaucoup. Merci à notre panel pour ces questions très, très intéressantes. Vous aurez l'occasion d'en rediscuter, j'imagine, ensemble. Merci Octave Klaba, Gauthier Cloy, Julien Billot et merci beaucoup évidemment Valérie Dagan. Merci à tous les 4. On peut les applaudir si vous voulez bien.